y a des gens qui connaissent Maruo ou pas du tout? Oui. Ah, tu connais Maruo? Fumble, on Oui, dirait oui, moi que je non, connais un peu. pas trop. Alors Maruo, c'est un mangaka qui est spécialisé dans le eroguro. Le eroguro, c'est le érotique grotesque. Voilà, le guro, c'est le grotesque, mais c'est l'équivalent du gore en fait chez nous. Parce que le mot grotesque utilisé dans le japonais n'est pas vraiment, il n'a pas vraiment le même sens que le mot grotesque utilisé en français. C'est les faux amis, si jamais vous parlez un peu avec des mots français au Japon. Donc le eroguro, qui est un concept où il va y avoir évidemment beaucoup d'érotisme, donc voilà, des scènes explicites de relations sexuelles entre des personnages, et éventuellement, peut-être que pendant qu'il copule, il décède parce que tranché par quelque chose, par exemple. Je vais un peu loin. Fumble, il est... Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas C'est le possible. goulot, hein. C'est le goulot. Mais après, l'avantage, c'est que dans Tomino la Maudite, ça va pas quand même aussi loin. Il y a vraiment des artistes où ça va beaucoup trop loin. mais là ça reste finalement assez acceptable malgré le côté très malaisant de cette histoire. C'est pas moral. C'est pas très moral. Parce que, en fait, quand on lit l'histoire et qu'on se dit, ouf, il y a des personnages qui vont prendre cher, j'aimerais bien qu'à la fin, ces personnages... ça aille bien quand même, tu vois. En fait, je suis pas sûre qu'on y arrivera. J'ai un doute, j'ai vraiment un très gros doute. Mais c'est une histoire que j'ai trouvée très fascinante, déjà par son style graphique. Maruo, je le connais de, je crois que ça s'appelle La jeune fille aux camélias ou quelque chose comme ça. C'est un titre, je crois c'est son titre le plus connu. Ouais. Oui, parce qu'il y a eu un animé d'ailleurs de ce titre. Et je crois qu'il y a rien de plus cringe et de plus glauque que cette terrible histoire de cette jeune fille en fleurs qui se retrouve à vivre avec donc une troupe de cirque, et elle va subir des violences assez inimaginables finalement, puisque c'est très particulier. Ça te bousille le cerveau, vraiment. Mais j'ai adoré découvrir en fait son univers malgré tout. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Et en fait, Maruo, du coup, depuis que j'ai connu ça, sachant que j'ai pas pu profiter en intégralité de son œuvre, en fait, en vrai, j'ai lu un gros dossier sur ce titre-là, avec des extraits, et rien qu'avec ça, finalement, ça m'a bousculé énormément. Du coup, quand j'ai vu qu'il y avait Tomino la Maudite, du même auteur, qui allait sortir chez Saka, sachant qu'il est arrivé avec un peu de retard, il était plutôt prévu pour avril 2020, il a été très décalé. Très décalé. Donc je suis très contente, c'est un très gros premier tome, il y en aura normalement 4, mais vu la taille du tome, j'ai un doute, je me demande s'ils vont pas faire ça en 2, mais au Japon en tout cas c'est en 4 volumes que se conclut l'histoire de Tomino, qui, alors du coup c'est 2 frères et sœurs. Alors, on les voit pas sur la couverture. Toi tu me disais Thunder, la petite fille singe, non tu me disais il y a un petit singe, mais en fait c'est une petite fille, pardon, c'est une petite fille. Ah, mais j'ai dit, c'est une petite fille t'avais singe. dit. Oui, Alors, c'est génial parce que du coup, je ne peux même pas vous montrer tout ça parce que c'est pas possible avec Twitch. On peut montrer aucune image, c'est ça qui est bien. Non, mais ce qu'on peut dire de Maruo, c'est que c'est un auteur qui, justement, le Eroguro, c'est comment mêler les pulsions de vie et de mort en un seul récit, et avec des thématiques très... par exemple, un qui est sorti récemment, quelques années chez le Lézard Noir, c'est Vampire, qui justement... oui, tout à fait, de Maruo, oui. Tout est résumé. Bah oui. Effectivement. Mais alors, je voulais essayer de vous montrer un résumé, peu... Ou par exemple, tu parlais du cirque. Ouais. Ah bah vas-y. Tu as trouvé les passages? Ouais, je voulais vous montrer un petit peu à quel niveau ça peut être un peu délicat. Alors, ça peut donner la nausée par moment, mais en gros, on va suivre ces 2 jumeaux qu'on voit là, ici. Du coup, je peux vous les montrer ici. C'est les jumeaux qui sont là. Ils vont être abandonnés par leur maman très rapidement. C'est un vrai mystère au début. On ne sait pas pourquoi elle abandonne ses enfants à son frère, qui, du coup, là, c'est les Thénardier. Tu vois, c'est les Thénardier. Les gamins, ils vont être vraiment des sous-merdes, littéralement. Ils vont à moitié les nourrir, ils vont choper plein de maladies. Et pour les embêter, ils les nourrissent aussi avec des espèces de limaces et tout. Enfin, il y a une maltraitance qui est vraiment dégueulasse. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot que dégueulasse. Et tu te sens mal en le lisant. Et en fait, les gamins, en fait, à un moment donné, ils vont réussir à être... je crois qu'ils vont être vendus
c'est pas une troupe de cirque exactement, mais c'est une troupe de gens. Ça ressemble à du cirque, car c'est des gens qui sont particuliers et du coup ils font des petits spectacles pour montrer leurs particularités. Comme par exemple ici devant. Un freak show, on appelle ça. Ah, un freak show, voilà. Ils vont être vendus à un freak show et du coup en fait les deux jumeaux, ils ont une particularité. Alors ils s'appellent Shoyu et Miso. J'étais là genre. Mais oui, hey ok, il y a de l'humour mine de rien. Shoyu et Miso, et en fait leur particularité c'est qu'ils sont un peu experts en fait, ils ont cette capacité à pouvoir communiquer l'un avec l'autre, et du coup ils vont mettre en place un petit spectacle pour attirer les gens, faire de l'argent, où en fait ils pourront deviner une image par exemple sur une carte et tout, parce qu'il y aura l'autre qui sera caché quelque part et il pourra lui communiquer l'information. Donc ils mettent en place un petit spectacle, et chaque personnage de la petite troupe de freak show est spécial. Il y a cette petite fille donc très velue, que tout le monde appelle effectivement le petit singe. Il y a un homme en fait qui a la corpulence d'un enfant. Il a jamais grandi. Enfin vraiment, il y a toutes sortes de particularités chez ces personnages. Il y en a, il a plus de jambes, donc ils vont en fait finalement se former une petite famille. Ils vont devenir une ici il y a quand même des petites pages qui sont plus lumineuses que d'autres. Ils vont devenir une petite famille et leur quotidien va se mettre en place, et les mauvais souvenirs vont doucement repartir dans le passé pour ces petits jumeaux. Mais évidemment, en entrant dans cette troupe, on va commencer à rencontrer les autres, à voir un peu leur passé, s'intéresser à eux, les connaître, et du coup voir où va aller cette histoire, parce qu'il y a une espèce de gourou étrange qui débarque dans la ville, et il est pareil, il aime les curiosités. C'est un concept des trucs très malsains, mais il aime les curiosités, et entre autres il a une jeune fille dans sa maison. Elle a 4 bras, et donc, mais genre elle a vraiment 4 bras. Tu vois. Et du coup, ils disent que c'est la réincarnation de je sais pas quel dieu ou déesse Bouddha, enfin un truc bouddhique, je crois, ou un truc dans le genre. Et du coup, ils la gardent chez elle, et vraiment elle est traitée comme une déesse et tout. Et en fait, la petite, donc je crois que pourquoi c'est Tomino d'ailleurs, mais elle s'appelle Shoyu, je sais plus. Parce que du coup, j'ai lu, mais c'est très dense. C'est très très dense. Regardez le nombre de pages. Je sais pas combien il y a de pages en fait. Il y en a vraiment une quantité. Elle va se faire embarquer, et là c'est là que ça va commencer à être la merde. Parce que en fait, elle rapporte de l'argent. Du coup, en fait, le freak show, il est pas d'accord. Mais les gens qui tiennent le freak show, c'est des gens pareils qui sont plutôt malsains. Il y a vraiment des embrouilles de tous les côtés. Il y a des bails partout. Et le jumeau, l'autre jumeau, le garçon, il va être envoyé ailleurs, mais dans un truc. T'es vraiment pas bien à la lecture, parce qu'il est envoyé dans un endroit où il est censé être mutilé, pour pouvoir servir à un freak show, pareil, parce que du coup on nous explique qu'il y a une île loin, cachée je sais pas où en fait on envoie les enfants pour qu'ils subissent des mutilations, pour qu'on puisse après faire des spectacles avec, quoi. Genre il y a une illustration, je l'ai pas mise parce que vraiment elle est dégueulasse, mais où tu vois des enfants qui sont dans des espèces de cubes, tu vois, et genre il y a juste un trou pour faire les besoins, et en fait les enfants grandissent dans ces espèces de cubes, la tête qui ressort, pour avoir les membres très très courts et être bizarre. Non, c'est très particulier comme univers. Je suis très d'accord sur le fait que c'est pas forcément très vendeur, mais on est sur vraiment c'est presque du surréalisme en fait. Moi quand je le lis, Tomino la maudite, j'ai vraiment la sensation de retrouver des fois même certains aspects de très vieux films de l'époque, des films en noir et blanc, de retrouver même parfois des gags ou des plans qui me font un peu penser à du Charlie Chaplin, mais j'ai oublié le nom de ce réalisateur de surréalisme, mais extrêmement célèbre. Murnau Comment? Quel nom? Murnau. Ah, je sais pas si c'était... Fritz Lang ou Murnau. C'est celui qui, tu sais, il y avait un plan très célèbre où en fait, genre t'as la lune, il y a un plan sur la lune, et après t'as un œil qui est tranché. Ah, Méliès. Et en fait, c'est un œuf. Ah, mais non, attends, tu confonds tout. Non, tu confonds tout. Le plan sur la lune, c'est Méliès. Attends, l'œil tranché. Mais c'est pas un œil, c'est un œuf en fait qui est tranché en vrai. C'est Dali. C'est Dali. Bien joué, ouais. Mais je mélange tout alors. Mais du coup, tout ce que j'ai dit, en fait, c'est des. Je pense c'est Buñuel, pas Dali. Ah voilà, Buñuel, merci. Là, Renard. C'est ça, Buñuel, merci, car c'est vraiment, c'était lui que j'avais en tête. Pour ça, j'étais là, genre non, c'est pas son là, c'est pas son. Mais Buñuel, voilà, lui. Il y a, je trouve, une inspiration également dans l'idée, parce qu'il se passe des choses, et par association, tu fais oh,
Tu vois, ça te provoque des sensations. Et chacune des illustrations qu'on retrouve dans ce livre, à chaque fois, il y a des petits trucs, des petits détails. Par exemple, là, vous voyez sur l'un des plans très classiques, en fait, il y a beaucoup de détails qui sont dessinés. On voit que c'est vraiment vétuste, on voit que c'est sale. Tous les petits détails sont là pour apporter une petite touche supplémentaire à l'ambiance et te mettre finalement mal dans certaines situations. Et même rien que là sur la couverture, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait décoder. Le fait que, par exemple, l'héroïne n'a pas la même chaussure au pied, etc. En fait, chaque fois qu'il dessine un truc, il y a toujours un sens spécifique. Il y a toujours une espèce de petit message quelque part derrière. Et je trouve ça assez fascinant parce que c'est un titre que je pensais pas forcément lire pour réfléchir, mais il fait énormément réfléchir aussi. Alors voilà, Random Linou qui pense à Junji Ito, je pense que c'est deux auteurs qui d'une certaine manière se ressemblent et en même temps c'est pas la même chose qu'ils proposent parce que Junji Ito il est plus sur le gore, vraiment gore que sur le héros, mais il en a déjà proposé, non, un peu. Maruo, voilà, c'est ça. Maruo, non mais t'as raison, la différence c'est que Maruo, il y a la notion d'érotisme qui se mêle au gore et à l'horreur en fait. Donc, là où Junji Ito dans les deux cas, là. Non, sauf de très rares cas, ça arrive, mais c'est vraiment très très rare. Non, ça c'est arrivé une ou deux fois, mais pas mélanger les deux. Mais il y a déjà eu des scènes un peu de sexe malsain dans certaines de ses œuvres. Il y a également un aspect à prendre en compte, c'est que justement, il y a des mecs qui abusent de nana ou quoi, tu l'as un peu ça. Merci, par contre, il y a un peu aussi là-dedans voilà. Parce qu'il y a des trucs un peu forcés. Enfin, forcé et en même temps c'est l'autre qui manipule. Enfin, des trucs tu te dis sale. Mais Maruo, en fait, lui, quand il a commencé sa carrière de mangaka, il faisait du cul. Vraiment, il faisait du cul et en fait, a priori, c'était le domaine dans lequel il était le plus libre. Et en fait, il s'est rendu compte que en allant plus loin dans ce qu'il avait envie de proposer, personne lui fermait les portes, tu vois. Personne lui disait « Oh là, ça va pas, là, c'est un peu... » Et du coup, en fait, ça lui a permis de pouvoir développer son style. Mais genre, il y a une interview, en fait, à la fin du tome 1 qui est trop intéressante, où en fait, il discute avec un autre auteur qui est plus jeune que lui. Et c'est trop intéressant. Le mec, il est là, mais sensei, vous, quand vous avez débuté, nanana. C'est vraiment intéressant. Et c'est là qu'il parle justement de son début de carrière, qu'en fait, genre, il a essayé d'aller au jump, tu vois. Mais du coup, ce qu'il avait, ce qu'il voulait proposer, ça matchait pas. Mais en fait, il savait même pas en fait qu'il pouvait proposer ce qu'il propose aujourd'hui, parce que du coup, quand tu vas frapper à la porte d'un magazine, tu vois un peu ce que propose le magazine et tu dis voilà, est-ce que je peux tenter quelque chose là-dedans? Et en fait, c'est en allant finalement sur un magazine beaucoup plus underground qu'il s'est vraiment trouvé et j'ai trouvé ça vraiment cool comme petite anecdote à raconter à la fin du volume. Ça permet de mieux comprendre son univers. Il y a des références à plein de trucs, par exemple la musique. Il a également illustré des jaquettes de CD pour des artistes et pas que des artistes japonais d'ailleurs. Son style en fait a voyagé aussi grâce à ça et en fait il parle également du marché de l'Occident où il explique par exemple la censure. Je trouvais ça trop cool aussi qui parle de tout ça, qu'il explique non, en fait au Japon on censure, mais en fait ailleurs ils censurent pas du tout c'est des concepts sont intéressants de voir dans leurs discussions entre mangaka japonais qui font des choses plus que borderline et le côté très dérangeant de toute l'histoire me happe littéralement. Je vous dis pas trop non plus où ça va quand même parce que au-delà de ce tome 1 je ne sais pas. J'ai vraiment aucune idée de où est-ce qu'il veut nous emmener, mais je sais pas si ça existe, les mangas de Maruo qui finissent bien. Mais j'aimerais bien, mais j'ai un très gros doute. Finir bien et Eroguro ne passe pas ensemble. Je sais pas, ça pourrait être un nouveau concept. Mais vraiment, Tomino la maudite, c'est je sais pas, c'est hyper intéressant à suivre, malgré tous les passages qui sont difficiles finalement à lire quand on est trop impliqué dans l'histoire, parce qu'il y a beaucoup de personnages auxquels on finit par s'attacher, surtout dans la troupe, et il se passe pas forcément des trucs très cool pour chacun. Et vraiment l'île dont je vous ai parlé, j'étais en stress, j'étais pas bien, j'étais oula, j'espère qu'il va s'en sortir, j'espère qu'il va réussir à se cacher, j'espère qu'il va réussir à... J'étais vraiment très très en stress et du coup j'espère que la suite n'arrivera pas dans 4 ans. ça m'angoisse un peu, mais j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai l'impression je sais pas, d'avoir touché à un artiste
assez énorme en fait. Je me dis waouh, mais en fait c'est fou qu'il soit pas plus connu parce que même si c'est Saka, hein. C'est toujours comme ça. C'est un peu le concept de Saka, j'ai l'impression. C'est des artistes incroyables. Même sans ça, l'Heroguro, c'est un peu dur de le vendre comme un One Piece ou un My Hero, tu vois. Ouais, tu m'étonnes. C'est déjà tu limites un peu ta porte d'entrée quoi quand tu fais ça. C'est ça, légèrement. Non, c'est très vrai, Mais je sais pas quoi dire d'autre en fait, mais il est intéressant. Il est très très intéressant et moi tu me l'as un peu vendu en vrai. Faut que j'aille le feuilleter maintenant pour voir les pages que tu ne peux pas montrer. J'en remontre une autre un petit peu pour vous montrer un peu. Ça c'est quand elle pense à son frère pour essayer de comprendre où il est. Il y a ce mec trop malaisant là avec ses yeux qui vont dans tous les sens. Je sais pas si vous voyez, mais lui, dès le début qu'il est dans l'histoire, il me stresse jusqu'au bout du tome 1. Moi j'adore ce genre-là. Le malaise. Très malaise. Attendez, le malaise dans l'Heroguro, c'est la base, quoi. Ouais. Il y a beaucoup de malaise et il y a évidemment beaucoup d'aspects sexuels. Hein. Je ne l'ai pas montré, mais le thème de la sexualité revient souvent. Tomino, les deux jumeaux, ils sont quand même encore plutôt très jeunes. Eux, il leur arrive pas vraiment grand-chose à ce niveau-là, mais il y a des insinuations qui sont souvent portées et il y a des personnages qui veulent tenter des choses avec les jumeaux et heureusement pour l'instant ils sont plutôt bien protégés et après c'est pas le genre de Maruo hein, de toute façon trop de provoquer vraiment les choses qui vont être peut-être trop violentes à ce niveau-là. J'ai l'impression que à ce niveau, pour ces trucs-là il aime bien glisser autour, tu vois, du scandale, on va dire. Il aime bien glisser autour, mais du coup j'ai bon espoir qu'il s'en sorte à ce niveau-là, mais je suis pas sûre qu'il reste en vie jusqu'au bout de l'histoire. Ça c'est un autre problème. Mais vraiment fascinant. Voilà, le mot pour moi vraiment qui décrira ce premier volume de Tomino la Maudite, c'est fascinant. Mais pas à mettre entre toutes les mains.